Et tu écris dans ton livre qu'il existe des paradoxes fondamentaux dans le discours féministe moderne. Quels sont ces paradoxes ? Ces paradoxes, c'est par exemple qu'on a dit aux femmes que pour s'émanciper, il fallait qu'elles quittent le foyer. Donc de nouveau, on parle d'émancipation. Quitter le foyer, mais pour aller où ? On quitte la cuisine pour le bureau, on quitte ses enfants pour un bullshit job. Voilà, c'est pas cohérent en fait. Il n'y a pas de véritable émancipation. On est quand même prisonnière quelque part. On a voulu mettre les femmes sur le marché du travail pour de bonnes raisons, parce que elles vont consommer plus, parce qu'elles vont générer des impôts supplémentaires. Mais est-ce que c'était une vraie démarche bienveillante, vraiment pour les femmes, pour les familles ? Absolument pas. Alors là, je vois déjà un premier paradoxe. Après, cette émancipation de la femme sur tous les plans, y compris la sexualité, on va dire draguer comme des hommes, jouissez comme des hommes, avoir une consommation un peu Kleenex, jetable, vous pouvez avoir autant de partenaires que vous voulez. Est-ce que c'est vraiment les femmes qui voulaient ça ? Est-ce que c'était souhaitable ? Je ne crois pas non plus. Donc on manipule les femmes comme on l'a fait avec l'industrie du tabac. À une époque, on a utilisé justement des images de femmes qui se rebellent et qui fument. Mais les torches de la liberté. Voilà. Pourquoi ? C'était simplement une question de consommation. Ça permettait de générer plus de revenus à l'industrie du tabac, c'est tout. C'est sûr que la moitié de la population qui ne fume pas, c'est quand même dommage. C'est ça. Voilà. Et la moitié de la population qui ne travaille pas, c'est quand même dommage aussi. Mais il n'y a pas de réelle bienveillance envers les femmes. On n'a pas fait ça pour leur bien. Elles n'étaient pas oppressées par leur mari. Alors bien sûr qu'il y a eu des cas de violence conjugale, et il y en a toujours. Bien sûr qu'il y a des maris machos, ça existe, ça a toujours existé, on est d'accord. Mais de dire que toutes les femmes du passé étaient forcément oppressées et malheureuses d'être à la maison, c'est avoir une vision bien réductrice et pas très respectueuse pour nos ancêtres. C'est vrai que aussi, les femmes qui deviennent responsables d'entreprise, par exemple, ou cadres supérieurs, souvent, j'ai l'impression, tendent à adopter des codes masculins qui sont liés à ces positions. Plutôt que d'être femme en tant que femme à ces postes, tout d'un coup, elles adoptent des codes masculins. Et ça aussi, finalement, est-ce que c'est pas une forme de dérive qu'on pourrait dire patriarcale, en tout cas Je pense que cette dérive est liée à la perte de repères, et que comme on ne sait plus très bien qui on est, on singe quelque chose. Mais je vais prendre un exemple que je connais bien, c'est celui des femmes dans la police. On a accepté les femmes dans la police, ça n'était pas le cas au début, mais parce qu'elles peuvent réellement amener quelque chose, par leur féminité. Mais ces femmes-là pensent qu'elles doivent singer les hommes et vont parfois faire dégénérer une intervention à cause de ça. J'explique. Si on intervient quelque part où la personne est un peu agitée, en colère, on a un homme et une femme dans le binôme qui intervient. Si la femme est vraiment alignée dans son rôle de femme, donc avec cette douceur naturelle qui se constate, c'est pas quelque chose de réducteur de nouveau, elle va parfois permettre justement une désescalade et faire redescendre la personne. Les femmes ont de bonnes compétences en communication et c'est justement là qu'elle peut faire la différence. Si elle arrive en voulant compenser sa petite taille et sa voix aiguë en criant plus fort, elle va faire monter la personne en symétrie et là on va avoir une escalade de la violence au lieu de permettre de désamorcer. Et ça, c'est parce qu'elles ne se sentent pas légitimes, selon ton observation, ou parce qu'il y a des injonctions, justement, à être comme un homme ? Je pense que c'est plus les injonctions. C'est sois forte, débrouille-toi, tu peux faire mieux que les hommes sont nuls. De toute façon, on entend beaucoup de choses et je ne pense pas que, de base, les femmes, si on prend les petites filles, elles ne naissent pas en colère contre les hommes. C'est quelque chose qu'on leur inculque. Elles ont eu un père, des frères, peut-être même des petits amoureux quand elles étaient enfants. Elles ont aimé aussi des figures masculines. Et puis, petit à petit, on les a démontées, ces figures. Et puis, on leur a dit qu'elles pouvaient faire mieux et qu'elles devaient toujours essayer d'obtenir une forme d'égalité, mais simplement qu'on a confondu égalité et interchangeabilité.
alors que non, on n'est pas interchangeables. Et tu écris dans ton livre aussi que le féminisme a été instrumentalisé par les hommes, justement, alors pour des questions économiques ou autres, mais cette instrumentalisation par les hommes, c'est quelque chose que tu constates dans tous les domaines, ou c'est quand même spécifique à certaines... Bon, alors je vais quand même préciser que je ne pense pas vraiment qu'il y a une instrumentalisation. Je me dis que c'est une possibilité, et j'ai voulu l'explorer. Et si c'était ça? Et si c'était le tour le plus habile du patriarcat, pour ceux qui croient au patriarcat et qui le dénoncent tout le temps? On prend vraiment les féministes radicales qui disent « c'est la faute du patriarcat » systématiquement. Donc si tout est de la faute du patriarcat, et si votre propre lutte était manipulée par le patriarcat? Donc c'était plus une exploration. Mais partant de ce postulat, oui, on pourrait aussi voir que dans l'émancipation de la femme jusqu'au point où on a une marchandisation du corps de la femme, qui a y gagné réellement? Des hommes. Parce qu'ils vont exploiter ses corps. Si on prend par exemple le fondateur d'OnlyFans, il génère des revenus colossaux, il s'en met plein les poches, il utilise donc le corps des femmes pour s'enrichir. Et puis si on prend le marché de la prostitution, le client c'est l'homme, donc c'est lui qui a tout à y gagner, que les femmes fassent leur empowerment en prenant justement le pouvoir sur leur corps et en ayant le droit d'utiliser leur corps comme une marchandise. Mais moi je vois absolument pas ça comme un progrès pour les femmes. D'ailleurs, en parlant d'OnlyFans, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça prend des proportions complètement incroyables. On pense à Bonnie Blue, effectivement, qui est la caricature. Voilà, cette femme qui a eu des rapports avec 1000 hommes dans une journée. Et aujourd'hui, effectivement, de plus en plus de femmes, de célébrités sont sur OnlyFans. Et qu'est-ce que tu penses de cette tendance? Ça révèle beaucoup de choses sur notre société, sur notre rapport à nous et à l'autre. On a souvent tendance à voir aussi uniquement le côté de la femme qui va avoir des rapports sexuels avec un grand nombre d'hommes dans la même journée. Alors c'est clair que là, je pense que cette femme, si elle n'est pas à un moment donné déconnectée de son corps, elle ne peut pas faire ça. Elle a besoin de s'échapper, c'est pas possible. D'ailleurs, c'est l'autre, Lily Phillips, elle avait couché avec 100 hommes et moi j'avais vu un passage où elle s'exprimait à la caméra après l'avoir fait. Et elle avait l'air d'être totalement dissociée. Et d'ailleurs, elle disait bien ne pas se souvenir de la plupart des hommes qui sont passés sur elle. Ça n'est pas humainement possible de le faire. Ça, c'est une partie. Mais l'autre partie, c'est des hommes qui passent sur elle. Quel homme qui se respecte a envie d'être le 900e? Non, c'est pas ça, être un homme. Être un homme, c'est normalement de pouvoir séduire, et de savoir aussi que la personne avec qui on va avoir un rapport a envie de nous. L'homme a aussi besoin de se sentir désiré. Mais simplement qu'aujourd'hui, qu'on a fait des hommes des parias, ils ne se sentent plus du tout reconnus. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont le droit de faire, de dire. Ils n'osent plus draguer. J'ai entendu des hommes me révéler qu'ils n'osent pas aller manger avec une collègue seule à seule. En groupe, oui, mais avec une femme seule, non, c'est peut-être avoir des ennuis. C'est extrêmement triste d'en arriver là. Et effectivement, certaines statistiques ou études montrent que, notamment chez les adolescents, il y a d'énormes problèmes à aller aborder les femmes, ou en tout cas que le nombre de rapports sexuels, ou en tout cas de relations amoureuses, tend à diminuer par rapport à il y a 30 ans chez les jeunes hommes. Donc il y a aussi une souffrance chez les hommes de cette situation. J'ai entendu aussi plusieurs témoignages d'hommes qui n'avaient pas eu la moindre tendresse pendant des années. Le jeune garçon qui grandit avec sa mère, va avoir la tendresse de sa mère dans sa prime enfance. Puis après l'adolescence, c'est une période un peu plus compliquée. On va prendre ses distances avec ses parents et c'est naturel. Et puis on va chercher à avoir cette tendresse auprès d'une petite copine. Mais maintenant, justement, c'est devenu plus compliqué, plus tendu et les individus sont isolés. On ne sort plus autant qu'avant, on est plutôt dans sa chambre, tranché derrière son téléphone portable. Donc on est dans des bulles très solitaires. Et c'est là que ces jeunes vont s'accrocher à des images, des femmes qui existent, justement sur ces sites comme OnlyFans, elles existent, mais ça reste virtuel. Et ils ont parfois l'impression d'entretenir une relation avec elles parce qu'ils peuvent lui écrire, alors que ce n'est pas la fille qui répond réellement. Donc on est dans quelque chose de totalement fantasmé, mais c'est parce qu'on ne peut plus se connecter au réel. On a fui ce réel qui est menaçant et on se retrouve donc
très solitaire, avec maintenant ce manque affectif, puisqu'on n'a plus les parents pour le remplir, on n'a pas de petite copine, et des gens qui se retrouvent pendant 7 ans sans être touchés, dans une détresse immense, et on ne se rend pas compte de ça. Et on a besoin tous de tendresse, même un animal a besoin d'être caressé. Alors, est-ce qu'on pourrait vraiment souhaiter ça aux hommes? Si on ne le souhaite pas aux animaux, et de les enfermer dans une cage, pourquoi on le fait à toute une partie de la population? Et ça engendre, ce genre de solitude engendre les tendances incel, par exemple, ou ces hommes qui rejettent les femmes et les hommes qui ont des facilités avec les femmes, ou alors les mouvements masculinistes radicaux à la Andrew Tate ou autres, qui, du coup, deviennent extrêmement violents en réaction. C'est terrible. Et c'est vrai que là aussi, les écrans jouent un rôle important parce qu'on se rend compte que les gens dorment moins. Dormir moins, c'est être aussi plus fragile psychologiquement. Les gens sont prêts à se priver de nourriture ou de sexe, mais pas d'Internet. On est devenu totalement dépendant à ça. Et là-dessus, une fois qu'on passe du temps sur les réseaux, on va être de plus en plus enfermé dans sa bulle. On va nous montrer que des contenus qui nous confirment dans nos opinions, qui nous confortent dans les choix qu'on fait, et de plus en plus de manière radicale. Alors peut-être qu'un garçon un peu paumé va commencer à regarder certains contenus, puis petit à petit, on va l'amener toujours plus loin. Et en parallèle, il va avoir de moins en moins de contact avec la gente féminine, et donc se radicaliser. Après, on en arrive à des situations où, j'ai entendu des vidéos, où l'homme qui influence dit « Bon, les femmes, c'est toutes des salopes, de toute façon, elles veulent pas de vous, donc la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est les exploiter. Si, d'ailleurs, tu n'as pas une belle montre et une belle voiture, c'est que tu as raté ta vie, c'est que tu es un loser, donc on va encore en plus les écraser, davantage ruiner leur image, et leur dire, voilà, donc si tu veux réussir, mec, ce que tu dois faire, c'est t'en trouver une et l'exploiter. » Et on a comme ça l'émergence de petits Mac, maintenant, chez les très jeunes adultes, qui vont prostituer des filles mineures. Il y a une énorme augmentation, il y a eu beaucoup d'articles là-dessus en France sur la prostitution des mineurs, et c'est d'exploiter la vulnérabilité. C'est des jeunes garçons qui vont aller chercher des filles dans des foyers, des filles qui sont donc en rupture familiale, en recherche aussi d'affection. Ils vont leur faire croire qu'ils sont amoureux, et puis petit à petit les faire tomber là-dedans et les vendre. Donc oui, c'est vraiment un cercle extrêmement vicieux qu'on peut observer, qui est notamment alimenté par les écrans et par la solitude de la société, oui. Et finalement, les hommes et femmes sont perdants dans cette dynamique. Ah, il n'y a pas de gagnant, mais c'est pour ça que je dis qu'avec le wokisme, il n'y a pas de gagnant. Et qu'on a meilleur temps d'essayer de se comprendre soi-même et de comprendre les autres et de réinstaurer le dialogue. Et c'est que comme ça qu'on pourra avancer. Parce que si on continue dans la direction qu'on a prise ces dernières années, on va droit dans le mur. Il ne peut pas y avoir d'issue positive à cette fuite en avant. D'ailleurs, certaines féministes assez connues, en France notamment Elisabeth Badinter, Laure Murat, Céline Pina, ont critiqué les excès du wokisme, notamment dans sa dimension communautariste et dans le fait que finalement ça isole le combat féminin ou ça le dilue. Enfin, ça l'isole pas, ça le dilue dans une myriade de luttes différentes et que finalement la femme dans tout ça, des fois, est un peu le parent pauvre. Voilà. Notamment, il y a des exemples assez connus, mais des toilettes qui sont mixtes, en fait, pour une femme qui se retrouve avec un homme à côté dans une toilette, c'est un peu dérangeant et un peu une régression, quoi. Oui, elles ont une vision très lucide de la chose, parce qu'aujourd'hui, être une femme, ça n'est plus suffisant, vu qu'on parle d'intersectionnalité, d'être juste une femme, ça ne mériterait même pas qu'on en discute. Ça n'est plus une cause en soi, il faudrait qu'elle soit corrélée avec une autre cause, par exemple d'être lesbienne, d'être trans, d'être racisée, justement. Mais bon, moi je ne le vois pas comme ça. Simplement qu'aujourd'hui, dans les mouvements vraiment woke, c'est ça, c'est d'être une femme, ça n'est pas intéressant. Et si tu es une femme et que tu dis « oui, mais moi j'aimerais un petit peu lutter pour les droits des femmes », et je considère qu'une femme trans n'est pas une femme, on va dire « ok, donc toi t'es TERF, t'es de l'extrême droite, t'es disqualifié, c'est fini, tu n'as plus le droit d'appartenir aux luttes féministes ». Donc c'est une manière justement d'exclure les autres et de faire taire les femmes. Être une femme, ça n'est donc plus suffisant pour mériter d'avoir la parole. Une femme trans peut
tout à fait être reconnue comme une femme, avoir le droit de concourir au niveau sportif, avoir le droit d'utiliser les mêmes toilettes, les mêmes vestiaires. Il y a quelques mois, une personnalité assez connue sur les réseaux sociaux dans le domaine du sport parlait d'ouvrir une salle de fitness réservée aux femmes. Au début, elle avait déclaré qu'elle accepterait les femmes trans. Et puis après réflexion, elle s'est rétractée parce qu'elle a préféré privilégier la sécurité de ses clientes en disant oui, mais c'est vrai que le fait d'accepter une femme à pénis dans les vestiaires, ça pourrait soulever quelques problèmes. Et elle s'est fait justement complètement disqualifier, éclatée sur les réseaux sociaux, de même que J.K. Rowling, qui est même reniée par les acteurs d'Harry Potter, qui disent « Oula, la méchante là, elle dit qu'une femme ne peut pas avoir un pénis, c'est grave. » On en arrive là. Au fond, la question, c'est quoi une femme ? Une femme est déterminée par ses chromosomes, une femme est déterminée par sa capacité à enfanter. Alors, on peut toujours nous sortir des exemples qui viennent contredire en disant « Non, mais il y a certaines femmes qui ne peuvent pas enfanter. » Oui, certes, il y a des femmes qui sont stériles. Mais de manière globale, si on dit « Qui peut enfanter ?» Est-ce qu'un homme le peut ? Non. Donc, juste de revenir à l'essentiel, une femme est déterminée par son corps et ensuite, elle peut très bien décider de ne pas vouloir exprimer sa féminité, ne pas devenir mère, ne pas porter de robe, personne ne l'oblige à le faire, mais elle restera quand même une femme et c'est assez simple de répondre à cette question, contrairement à ce que Matt Walsh a pu expérimenter. J'allais dire, il y a effectivement un documentaire de Matt Walsh sur cette question-là, enfin qui pose cette question en titre du documentaire, et on voit tout du long que énormément de monde ont de la peine à donner une définition, quoi. Parce que les gens ont peur. Il y a cette bien-pensance qui est imposée partout, où aujourd'hui, dire des choses très simples, basiques, moi j'ai pas l'impression de dire quelque chose de spécial aujourd'hui. Pourtant, certaines personnes qui vont m'écouter pourront me traiter de tous les noms parce que j'ai osé affirmer qu'une femme ne peut pas avoir un pénis. Donc oui, les gens n'osent pas répondre. Ils ont la réponse en eux. Mais simplement, ils louvoient ou ils essayent de se cacher derrière un masque social.